il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de maire, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de juges, mais il y a des gangs qui s'occupent de la circulation, qui s'occupent de juger si deux personnes se battent ou bien si deux personnes sont en conflit, et qui font même la grève pour réclamer dernièrement la nomination de maire. C'est ça aussi qui est très bizarre dans la crise haïtienne. Oui. Il n'y a pas de revendication politique. Les gangs ne demandent pas le pouvoir. Ils font des discours de temps à autre. Un d'entre eux, parce qu'il y a un seul qui parle en réalité, qui fait de temps à autre des discours qui revendiquent, mais ils ne disent jamais « donnez-nous le pouvoir ». Le CPT, ce n'est pas la communauté internationale qui a inventé le CPT. C'est présidents qui passent les uns après les autres, c'est premiers ministres qui n'ont pas de bilan depuis quelque temps. On n'a même plus besoin de politique générale pour devenir premier ministre. On devient président sans avoir fait campagne. Et le seul bilan de ces messieurs, c'est de faire passer le temps et souvent d'accumuler le plus possible de fortune, de privilèges. Chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur Haïti Inter. Nous sommes aujourd'hui très heureux de recevoir à 4 points cardinaux Frantz Duval, qui est le rédacteur en chef du Nouvelliste, qui est le plus ancien, le plus prestigieux quotidien haïtien, mais également rédacteur en chef de Magic 9 et de Ticket Magazine. Frantz Duval est de passage à Paris et à cette occasion, nous l'avons invité pour évoquer l'actualité haïtienne. Une actualité qui, en cette année 2025, a été marquée par un certain nombre d'événements et une année qui peut être considérée comme le point le plus sombre, sans doute, d'une décennie marquée par une descente aux enfers, où les actes de banditisme, les attaques des brigands contre des populations civiles, mais également la prévarication, mais également les trafics en tout genre, n'ont jamais fait autant de victimes. On parle de plus de 3000 personnes tuées, assassinées depuis le début de l'année. On considère qu'aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de personnes menacées de famine et 1 200 000 au moins déplacés à Port-au-Prince, soit à peu près autant qu'après le séisme de 2010. Monsieur Frantz Duval, d'abord bienvenue à Paris. Bonjour et bonjour, merci. Bonjour professeur, bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Haïti Inter. Un plaisir d'être avec vous. C'est vraiment un honneur que vous nous faites d'être ici avec nous en studio. J'aimerais d'abord vous demander comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à nous, ici à Paris, sachant que les voyages ne sont pas faciles. Par les airs, je confirme. Oui. Et j'ai laissé Port-au-Prince en hélicoptère. Ensuite, j'ai laissé le Cap par avion. Et ensuite, à partir des États-Unis, je suis arrivé en France. Et ce voyage a duré combien de temps? En temps normal, ça peut durer une journée. Dans mon cas, ça a duré 2 jours parce que j'ai dormi au Cap, mais j'aurais pu ne pas dormir au Cap si j'étais parti très tôt de Port-au-Prince. Et cela représente un coût d'à peu près quel montant? Ça dépend des moyens de transport utilisés. Je dis l'hélicoptère, c'est un hélicoptère qui appartient au gouvernement haïtien, qui accepte de donner des roues libres, si on peut dire ça comme ça. Roues libres des airs. Voilà, à certaines personnes. Alors c'est gratuit. Sinon, il faut payer un hélicoptère, ça peut aller entre 400 et 500 $, ou il faut prendre un billet d'avion, parce qu'il y a aussi des avions qui font Port-au-Prince et Cap Haïtien, à peu près le même prix également. 400 500 $. Pour faire Cap Haïtien Miami, ça dépend des jours, des places que vous arrivez à trouver. Si vous faites le vol direct, c'est dans 500, 600, 700 $, 800 $, ça dépend. Donc aussi cher que pour aller à Port-au-Prince? Non, même plus cher. C'est plus cher habituellement. Mais il y a aussi d'autres itinéraires qui passent par Tucuncaicos, qui passent par Providenciales, qui passent par les Antilles françaises. Enfin, à partir du Cap Haïtien, vous avez beaucoup de choix. Et vous avez même le choix à partir du Cap Haïtien, et même à partir de Port-au-Prince, de faire par la route, de passer par la République dominicaine. C'est souvent compliqué, mais ça existe aussi. Alors, ça dépend des itinéraires choisis, mais il y a plusieurs options, certaines plus dangereuses que d'autres, si vous prenez la route, et que le transport aérien. D'accord. Et alors, il faut dire que les prix ont beaucoup baissé, parce que quand les avions avaient arrêté de relier Port-au-Prince au reste du monde, et que le gouvernement haïtien n'avait pas encore d'hélicoptère,
Il y a des places en hélicoptère qui se monnayaient jusqu'à 2500, 3000 $ un passage. Parce que c'était très rare et c'était très cher. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire en filigrane, c'est que cette impossibilité de quitter le pays se traduit par un marché, se traduit par donc, des profits, dont profitent. Tout raté crée un marché. Oui. Et sur tout marché, il y a les prix qui sont fixés par ceux qui observent, qui évaluent et qui décident des prix parce qu'ils ont les moyens. D'accord. Enfin, c'est le jeu naturel. Et tout ceci parce que la région métropolitaine, la région de Port-au-Prince, est aujourd'hui, dit-on, contrôlée à plus de 85% par les bandits, qui empêchent donc tout lien terrestre par la nationale 1 ou par la nationale 2. Petite précision, les liens terrestres existent encore, sauf que c'est compliqué. Si vous voulez laisser Port-au-Prince pour aller au CAI, c'est possible, mais vous n'allez pas faire la route d'un trait. Il faudra faire des détours parce qu'au niveau de Gressier, on ne pourra pas passer. Il faudra prendre une motocyclette pour passer Gressier. De Carrefour à quasiment Léogane, ce sera sur motocyclette. Ensuite, vous prenez les transports publics habituels qui existent encore, qui font la route. Donc, il y a une sorte de rupture de charge entre Gressier et... Et vous allez rencontrer sur votre passage des points de contrôle, des checkpoints, des gangs qui ne se cachent pas, qui monnaient votre passage. C'est ou bien le chauffeur de tap-tap qui paie, ou bien le chauffeur de la moto qui paie. C'est rarement vous, parce qu'en réalité, eux, comme ils sont des habitués sur la route, ils ont des pratiques avec ceux qui ont les checkpoints. Donc ça veut dire qu'ils ont aussi ajusté leur prix de passage? Ah non, tout à fait. Les prix ont explosé. Les prix ont explosé. Ça coûte très cher pour laisser par la route normalement. C'est dangereux, c'est éreintant, et c'est aussi, je dirais, physiquement et mentalement stressant. Parce que tout peut arriver. Oui. De l'autre côté, si vous voulez aller au Cap-Haïtien, là aussi c'est possible. Mais encore une fois, vous allez être arrêté à la fois, souvent par les gangs qui font les vérifications. Je ne sais pas ce qu'ils vérifient, mais ils vous arrêtent, ils demandent à certaines personnes de descendre, ils regardent des téléphones. Enfin, ils peuvent faire n'importe quoi. Et des fois aussi, vous rencontrez des patrouilles de police, entre Port-au-Prince et le Cap, qui vous arrêtent aussi, qui demandent... Mais tout ça doit se faire en véhicule public. Il n'y a quasiment aucun véhicule privé qui arrive à traverser pour quitter Port-au-Prince et essayer on ne peut pas prendre sa voiture et dire qu'on va au Cap. Ça n'existe plus. Il faudra prendre le transport public et on peut même aller en République dominicaine parce qu'il y a encore des Haïtiens qui vont en République dominicaine. Il y a des bus qui assurent le trafic. Là aussi, ils sont arrêtés en route. Ils sont vérifiés par les maîtres des routes, si on peut s'exprimer ainsi. Et vous allez arriver en République dominicaine ou suivant votre statut, vous passez et vous arrivez à la capitale et vous partez sur l'étranger. Parce que beaucoup d'Haïtiens laissent Haïti aussi sans passer par le Cap, parce que c'est beaucoup moins cher de passer par la République dominicaine, malgré les difficultés qui existent. D'accord. Donc en fait, vous faites le portrait d'un pays qui est aujourd'hui paralysé par la mainmise exercée par des bandits sur les principaux axes de communication et qui, de fait, se sont substitués à l'État. La question que j'ai envie de vous poser, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Ça a été une très lente déconstruction. Parce que on va prendre une date symbolique. Nous sommes le 12 mars 2021. Il y a une tentative de la police nationale d'entrer dans un bidonville qui s'appelle le Village de Dieu pour essayer d'aller attraper des bandits. La police subit une déculottée. Il y a des policiers qui sont morts. Il y a un véhicule blindé qui est saisi. La police ne va jamais réagir. Tout au contraire, l'État haïtien va accepter de payer pour récupérer le véhicule blindé. Et les vidéos qui circulent très vite montrent les corps qui sont profanés et montrent les célébrations des gangs de Village de Dieu qui ont battu, entre guillemets, la police. C'est l'expression utilisée à l'époque. Quelques temps plus tard, c'est le président Moïse qui meurt. Et entre la mort du président et cette attaque ratée de la police du 12 mars, il y a ce qui se passe le 1er juin 2021, où deux quartiers s'affrontent du côté de Martissan. C'est deux gangs qui s'affrontent de côté de la route et de l'autre. Ils s'attaquent, ils se battent. À la fin, la population civile sera totalement évacuée de la zone. Alors, ceux qui ne connaissent pas Port-au-Prince, de longue date, peut-être ne savent pas que Martissan a été une section UP de Port-au-Prince. C'est une des premières banlieues de Port-au-Prince. Et c'est une des premières banlieues où on pouvait aller à la mer. Bien sûr.
Parce qu'il y avait encore des gens qui se baignaient dans cette zone-là. C'était un lieu privilégié. Voilà, tout à fait, avec des maisons qui avaient un certain cachet, etc., etc. Au fur et à mesure, c'est devenu un quartier populaire, mais c'était un quartier aussi très populeux, c'est-à-dire il y avait beaucoup de gens, et beaucoup de gens sont sortis travailler le 1er juin et ne sont jamais rentrés chez eux. Parce qu'entre-temps, ça tirait tellement dans le quartier que ce n'était pas possible, ou du moins, certaines personnes ont dormi dans la nuit du 1er juin chez elles et sont partis le lendemain matin parce que c'était devenu compliqué. Depuis le 1er juin 2021, on assiste à des quartiers qui tombent et même à des villes qui tombent. La Croix des Bouquets, c'est quasiment les gangs qui occupent la Croix des Bouquets. La Croix des Bouquets, c'est la plus grande commune de la République d'Haïti en termes de superficie. Mais il y a quasiment plus d'autorité à la Croix des Bouquets. À Cité-Soleil, il y a quasiment plus d'autorité constituée à Cité-Soleil. À Carrefour, tout fonctionne, sauf les autorités. C'est-à-dire, les écoles fonctionnent, les banques sont ouvertes, les supermarchés fonctionnent, mais il n'y a pas d'autorité. Il n'y a plus de policiers à Carrefour, qui est une très grande commune. Il n'y a plus de juges. Oui, non, plus de ça. Enfin, beaucoup plus. Parce que Carrefour, c'est beaucoup étendu au fil des années. Et Carrefour, c'est quasiment jusqu'à Gressier. Parce que ça ne s'arrête pas. En fait, ça fait une conurbation de Léogane à Port-au-Prince, passant par Croix des Bouquets. Alors, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de maire, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de juges, mais il y a des gangs qui s'occupent de la circulation, qui s'occupent de juger si deux personnes se battent ou bien si deux personnes sont en conflit, et qui font même la grève pour réclamer dernièrement la nomination de maire. Alors, ça peut paraître presque... Voilà, mais ça s'est vu dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ensuite, il y a Port-au-Prince qui se réduit comme une peau de chagrin. C'est comme nous sommes à Paris, c'est Paris réduit à 4 arrondissements centraux. Voilà. Tout le reste est quasiment pris. Et de l'autre côté, sur les hauteurs, Kinskov aussi est en train d'être grignoté depuis janvier par les gangs qui essaient de descendre vers Pétionville. Il y a eu la chute de Kinskov. Alors, la chute, à chaque fois, elle est retardée parce que la police fait une opération, les gangs se retranchent, ils reviennent à la charge, mais en réalité, depuis fin janvier 2025, il y a une impossibilité de vivre tranquillement à Carrefour, parce que à Kinskov, quand vous ne savez pas à quel moment il y aura une attaque, et on a vu des attaques se faire, des blindés de la police ont été brûlés, des policiers ont été tués, ça s'est vu. Dans la Tibonite aussi, qui est là aussi le département le plus grand, le département agricole par excellence d'Haïti, beaucoup de villes ont été prises et sont conservées par les gangs depuis cette période. On parle de Mirbalais, de Las Caobas. Non, de Mirbalais. Las Caobas, pas totalement, mais Las Caobas est attaqué. Las Caobas ne vit plus en paix. Il y a La Chapelle, il y a Liancourt, où hier encore des policiers ont été tués. Ils ont été pris dans une embuscade, ils ont été tués. 5 personnes ont été tuées, un blindé a été incendié. Alors, quand on dit blindé en Haïti, c'est un véhicule de transport de troupes. Oui. En réalité, depuis 5 ans, l'État haïtien ne fait qu'acheter que ça. Et depuis 5 ans, les gangs tentent des embuscades, les brûlent avec le personnel policier à l'intérieur. C'est macabre. Et à chaque fois, ils les filment, ils exhibent les corps comme des trophées. Et malheureusement, jusqu'à présent, la réponse sécuritaire ne s'est pas améliorée. N'a pas été à la hauteur. Non seulement n'a pas été à la hauteur, mais n'a pas changé. C'est quasiment les mêmes choses qu'on fait. Depuis février, l'État haïtien utilise de façon non officielle des gangs, des drones armés d'explosifs on entend les bruits d'explosion depuis février, mais pour le moment, il n'y a pas eu de chef de gang visé, atteint et neutralisé. C'est le seul changement en 5 ans dans la stratégie mise en place par les autorités. On parle aussi de compagnies étrangères qui exploitent ces types d'outils. Oui. Mais aujourd'hui, l'État haïtien n'a jamais reconnu l'existence. On a parlé de mercenaires même. Mercenaires, compagnies spécialisées, enfin, firmes, enfin, aide étrangère, enfin, mais officiellement, personne n'en parle. D'accord. Sauf qu'on entend les explosions et on sait que ce ne sont pas des Haïtiens qui manipulent ces instruments. D'accord. Alors, tel que vous le décrivez, Haïti paraît comme à la veille, finalement, d'une sorte de changement de régime. C'est ça aussi qui est très bizarre dans la crise haïtienne. Oui. Il n'y a pas de revendication politique. Les gangs ne demandent pas le pouvoir. Ils font des discours de temps à autre. Un d'entre eux, parce qu'il y a un seul qui parle en réalité, qui fait de temps à autre des discours qui revendiquent, mais ils ne disent jamais « donnez-nous le pouvoir ». En réalité, la crise haïtienne est mal identifiée, est mal nommée, est mal adressée. Nous sommes ici pour justement
rebaptiser les... Il y a une situation quasiment de guerre dans certains quartiers, dans certaines zones, et on y répond avec des instruments de police. Parce qu'il faut dire que Haïti n'a pas d'armée. Il y a une petite armée, un embryon d'armée d'un millier d'hommes, avec des généraux qui ont 70 ans et plus, qui appartenaient à l'ancienne armée qui avait été débandée en 1994-95, bon, qui ne sont plus, je dirais, à la page, et qui n'ont pas de troupes non plus. Parce qu'on a récupéré des gens bedonnants, vieillissants, à qui on a donné des grades, qui sont plutôt des symboles plus que des gens qui vont combattre. La police nationale d'Haïti est une police. Elle n'avait pas été formée pour faire des combats, pour faire de la guérilla urbaine, ou bien pour encore moins aller dans des villes de province, dans les immenses territoires et essayer de... On parle des territoires perdus de la République. Alors, les territoires perdus sont dans toutes les zones. À la fois, c'est urbain et c'est également en province. Mais les territoires, des fois, sont immenses. Quand vous envoyez 5 policiers, 10 policiers faire la chasse aux bandits à la Croix des Bouquets, c'est des milliers d'hectares qui sont disponibles. Et vous ne savez pas où se trouve celui que vous recherchez. Et lui, il sait où est-ce qu'il est parce qu'il est sur son terrain. Et à chaque fois, la police tombe dans des embuscades. On est venu avec les Kenyans, parce que ça aussi, c'est une autre variante dans la solution sécuritaire qu'on a essayé de trouver. Il y a des forces kenyanes qui sont en Haïti, ils sont près de milliers d'hommes. Tous ne sont pas engagés dans les armes, parce qu'il faut quand même une intendance, il faut de l'encadrement. Voilà, une partie des troupes s'occupe de ça. Mais en réalité, les Kenyans n'ont pas changé grand-chose, parce qu'on est parti sur un malentendu. Il fallait supporter la police haïtienne. Ils ont envoyé des gens qui étaient de la police kenyane. Mais en réalité, on leur demande de faire quasiment la guerre. Ils sont loin de chez eux, ils ne sont pas très motivés, il n'y a pas de budget suffisant, il n'y a pas d'équipement adéquat parce qu'ils sont équipés comme la police haïtienne, ils n'ont pas mieux que la police haïtienne. Et en réalité, ils ont perdu aussi des hommes sur le terrain dans l'Artibonite. Et depuis lors, ces Kenyans sont encore là, supportent la police, mais en réalité sont de moins en moins engagés parce que les équipements ne sont pas suffisants. Ce qui est disponible n'est pas à la hauteur de la situation. Ils ont reçu par exemple des véhicules en dotation, encore une fois transport de troupes, mais en dotation de la part des États-Unis. C'est des véhicules anti-mines. C'est des véhicules très lourds qui sont très bons pour l'Afghanistan, pour l'Irak, où il y a des objets, enfin, des mines. Pour la guerre dans le désert. Voilà. Non, mais surtout des terrains minés. Oui. Mais très lourd veut dire difficulté de circuler sur les routes en terre battue d'Haïti, dans les petites routes d'Haïti, essayer de faire un créneau avec un véhicule qui fait 7-8 mètres de long. Les bandits ont le temps de vous arroser d'essence et de mettre le feu dans votre véhicule. Alors, ça se produit une ou deux fois. Depuis lors, les Kenyans sont plutôt en deuxième ligne, comme vous dites, et supportent encore la police haïtienne, mais attendent des équipements beaucoup plus adéquats, et pour le moment, ces équipements n'arrivent pas. Là encore, l'État haïtien est dans un marécage, si je peux m'exprimer ainsi. Depuis 2021, on n'arrive pas à trouver comment équiper les forces de sécurité d'équipements beaucoup plus appropriés pour le terrain, pour la situation, et finit par nommer guerre ou insurrection ou prise d'armes. Enfin, il faut trouver un nom. Mais ce n'est pas des gangs comme on l'entend dans des quartiers qui essaient de s'occuper de la prostitution, qui s'occupent des jeux, qui s'occupent de la drogue. Non, ce n'est pas ça le business des gangs en Haïti. Le business des gangs en Haïti, c'est de quasiment prendre des territoires, expulser tous les civils, toute la population qui vivait dans ces quartiers, dire que c'est mon territoire et continuer à faire de la prévarication sur quasiment les transports de marchandises qui passent. Mais ils ne laissent pas les entreprises rester sur leur territoire parce qu'ils veulent avoir... Enfin, c'est la terre brûlée. Oui. C'est la politique de la terre brûlée. Alors, on va essayer de mettre un peu de logique dans tout ça. D'abord, qui sont-ils, ces gangs, ou ces bandits, ou ces sécessionnistes, ou ces guérilleros, je ne sais pas quel nom nous allons trouver le plus adéquat pour les qualifier, et quel est, in fine, l'objectif. Quelle est la motivation de ces gens? Est-ce qu'il s'agit de simples marionnettes qui seraient agitées sur le terrain par une main cachée, comme certains le disent? Si au départ c'était le cas, aujourd'hui ils sont tellement riches, tellement armés, ils ont tellement de troupes
qu'ils ont pris quasiment leur autonomie de tous les acteurs politiques. Alors, quelle a pu être cette main cachée? La main cachée, c'est toute la classe politique haïtienne. Parce que tous ceux qui aujourd'hui sont des chefs de gang ont été avant des supplétifs des forces politiques. C'est des chefs bouquements, comme on dit dans l'histoire haïtienne, c'est-à-dire des gens qui contrôlent les quartiers pour vous trouver des électeurs, pour vous aider à mettre la sécurité quand il y a les élections, quand vous venez faire un meeting de leur quartier, ils sont disponibles, ils vous apportent des bras, ils vous apportent des voix, ils vous apportent le côté populaire qui est nécessaire à tout homme politique. Si bien qu'il y a une vingtaine d'années, quasiment tous les leaders politiques qui ont été faire meeting dans ces quartiers-là ont des photos avec ceux qui vont devenir les chefs de gang après. Dans un deuxième temps, beaucoup d'entre eux ont servi d'argent de sécurité à des élus ou d'argent de sécurité dans des entreprises publiques parce que c'était le premier emploi qu'on pouvait leur offrir. Et depuis que le Parlement n'existe plus et que des milliers d'hommes se sont retrouvés en Haïti avec une arme, avec un quartier, sans emploi, mais avec, je dirais, des contacts politiques. Un entre-gens qui leur permet de... Et un territoire qu'ils contrôlaient déjà quasiment. Et bien, au fur et à mesure, les choses se sont transformées. À un certain moment, ils volaient des voitures. À un certain moment, ils vendaient de la sécurité aux entreprises, c'est-à-dire vous me donnez de l'argent, je m'occupe de la zone, et personne ne vient vous ennuyer. Et à un certain moment, ils se sont mis au kidnapping. Parce que le problème des rentrées d'argent dans ces quartiers, où il n'y a pas beaucoup d'emplois, où très vite le chef est responsable de... des bonnes œuvres. Voilà. Et surtout des femmes, parce qu'il y a ça aussi, il y a cet aspect-là, parce que les gangs, c'est la fête chaque soir. C'est le festif, c'est le paraître. Justement, ça nous permet de préciser un peu le profil social d'un jeune gang. Il a quel âge à peu près? C'est quoi son niveau d'éducation? Certains sont là depuis une vingtaine d'années et sont dans la quarantaine. D'autres sont beaucoup plus jeunes et d'autres sont très jeunes parce que très vite, chaque quartier, il y a quelqu'un qui finit par se revendiquer, je suis le chef, je suis le général. Il a d'abord un pistolet, ensuite il se procure d'une arme automatique, ensuite il se procure de soldats, comme on dit, c'est-à-dire il a des hommes autour de lui, il va chercher des moyens pour les armer, et un matin, il fait alliance avec un autre groupe, il devient membre de la coalition. Si bien que Haïti a une coalition qui s'appelle Vivre Ensemble, qui regroupe tous les gangs qui agissent sur le territoire, ils communiquent entre eux. Je vous avais parlé de la date du 12 mars, et surtout du 1er juin 2021, où des gangs s'affrontaient, mais ça fait maintenant plus d'une année qu'il n'y a plus d'affrontement, aucun gang. C'est qu'ils se sont tous entendus, chacun contrôle son territoire, chacun a son argent. Maintenant, ces messieurs-là qui ont été agents de sécurité, qui ont été, je dirais, supplétifs pour les forces politiques. Hommes de main. Hommes de main, dans un pays où il n'y a plus d'élections depuis des années. Parce que là, nos dernières élections datent de 2017. Le président Moïse a été intronisé en 2017. Depuis, il n'y a pas eu d'élection. Élection de 2016, alors? De 2016, mais le président a été intronisé en 2017. Ah ben, depuis lors, ils sont à la recherche de nouvelles opportunités. Ils ont été utilisés à un certain moment pour bloquer les manifestations qui se faisaient contre le président Moïse, parce que ça aussi a été un tournant dans l'histoire des gangs. 2018. 2018, à partir de juillet 2018, quand le président Moïse fait face à la contestation populaire. Le Pays Loc. L'épisode du Pays Loc. Oui, il va chercher des supplétifs, des troupes, des personnes capables de bloquer la sortie des forces populaires. C'est-à-dire, comme l'opposition gérait certains quartiers, c'est pourquoi je vous dis toute la classe politique se retrouve mêlée dans tout ça, le président a été chercher des hommes à lui, des fois dans d'autres quartiers, et on aura en novembre 2021 ou 2022, enfin, le massacre de la Saline. Le massacre de la Saline, c'est... avant la mort, c'est avant l'assassinat du président. Oui, c'est 2020 alors. 2020. Ouais, c'est novembre 2020, il y a un massacre. 2020. Ce massacre, c'est déjà l'expression de contrôle de population pour des raisons politiques et d'expédition punitive contre des populations qui sortaient manifester contre le président. Et comme ces chefs de gang qui participent à ces massacres ont un appui politique. On a parlé du Michurizier dans cette... Oui, et d'autres, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres qui étaient impliqués. Comme ils avaient un appui politique, on n'a jamais mis l'action publique en mouvement contre eux. Et quand ils comprennent que quand on a le backup politique, on a l'impunité, chaque chef de gang va chercher un appui politique, un ministre, un directeur général,
le président des fois, pour avoir une carte, un numéro de téléphone à appeler si j'ai des problèmes. On a vu, et c'est un directeur général de la police qui a eu à le dénoncer, bien avant ce pourrissement général et cette violence qui explose, Michael Gédéon, directeur général de la police, devant le Parlement haïtien, au Sénat, en audition publique et officielle, a expliqué, à chaque fois que j'arrête quelqu'un qui fait des actions violentes, mais qui est-ce qui vient l'enlever de prison, du poste de police? C'est un sénateur, c'est un député. C'est une voiture officielle qui débarque et qui dit que celui-là, c'est pour moi, et rendez-le-moi. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose aussi qui s'est cassé. On ne pouvait plus les arrêter, on ne pouvait plus les poursuivre. Et quand on finit par les arrêter pour une raison quelconque, on prend les menus fouettins, à la fin, en 2024, ils ont cassé toute la prison. Parce que quand on dit en 2024, en février 2024, 29 février, il y a une offensive générale. Mais l'offensive libère les deux principales prisons d'Haïti, le pénitencier national qui se trouve au centre-ville et la prison de la Croix des Bouquets. À Titanen. Non, Croix des Bouquets. Croix des Bouquets. Titanen, c'est la prison des femmes, qu'ils avaient déjà libérées. Mais ça, c'était les femmes, elles n'étaient pas nombreuses et il n'y avait pas beaucoup de membres de gang. Mais c'était souvent des compagnes ou bien ceux qui font de la surveillance pour eux. Mais les deux prisons principales, c'est à peu près 8000 personnes qui ont été libérées en une semaine. 8000 personnes qui étaient arrêtées pour des raisons sérieuses, souvent liées à la violence, qui ont été libérées. Et là encore, déjà... C'est une petite armée. Ah mais oui, 8000 personnes. Déjà, la police n'avait pas réagi. Le siège du pénitencier national a duré quasiment 4 jours. Mais l'État n'a jamais réagi. Je ne dirais pas que l'État a laissé faire, peut-être que l'État ne pouvait pas faire, parce que souvent maintenant en Haïti, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés que vous appelez les forces de l'ordre ne viennent pas, pour une simple bonne raison qu'elles ne sont pas en capacité de venir. On a vu l'hôpital Bernard-Meuse attaqué une première fois, cela a fait un tollé, enfin on en a beaucoup parlé, mais quand les bandits sont revenus, il n'y avait personne pour défendre l'hôpital, à la fin l'hôpital a été quasiment rasé. C'est la même chose pour l'hôtel Olopson qui vient d'être brûlé, qui a fait ça a fait un émoi, mais en réalité, tout le monde savait que l'hôtel était assiégé depuis des mois par des gangs qui se battaient contre la police. Mais la police n'a jamais eu la capacité de les éloigner de l'hôtel, encore moins de reprendre le quartier de Carrefour-Feuille. Si je résume le propos, vous venez de décrire un pays qui, sur le plan institutionnel, n'a plus d'autorité légitime, un pays qui, sur le plan économique, paraît littéralement à volo, parce qu'il n'y a plus de possibilité de produire, plus de possibilité de circuler. On a l'impression, en fait, d'un État failli. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, quelles sont les perspectives? Comment? Parce que nous ne pouvons pas nous contenter de faire le constat de la faillite, le constat, etc. Nous ne pouvons pas nous contenter non plus d'essayer de trouver des responsabilités de main cachée ou de main maligne. Quelles sont les perspectives? Et surtout, sur qui Haïti peut-il compter pour sortir de cette ornière? Alors, il y a deux façons de voir. Il y a les appels qui sont lancés depuis des années par Haïti à la communauté internationale, venez m'aider, venez m'aider. Haïti a une proposition qui est sur le bureau des membres du Conseil de sécurité depuis janvier. C'est le secrétaire général qui a formulé une proposition où on va renforcer la mission multinationale d'appui à la sécurité, les Kenyans qui sont en Haïti, pour leur donner des équipements et des moyens supplémentaires. Ça n'a jamais passé au Conseil de sécurité, tout comme tout ce qui concerne Haïti ces dernières années traîne beaucoup au Conseil de sécurité parce qu'il y a la Chine et la Russie qui s'opposent aux États-Unis, qui s'opposaient aux États-Unis de Biden, mais qui jusqu'à présent ne font pas mieux avec Trump. C'est-à-dire, rien ne passe. Ça, c'est venu de l'extérieur. Ils ont un droit de veto au niveau du Conseil de sécurité. Alors, ils n'ont pas appliqué le droit de veto, mais en réalité, ça ne peut même pas avancer parce qu'ils n'ont qu'à vous dire que je vais mettre mon veto et puis bon. En réalité, ça n'avance pas. C'est même pas présenté pour avoir le veto. Ça neutralise tout le monde. Voilà. Ça, c'est ce qu'on pourrait attendre de l'étranger. Il y a la France, ou bien il y a le Mexique, ou bien il y a le Canada qui est d'Haïti. Mais là, la France vient de faire partir pour les Antilles 29 militaires de l'embryon d'armée dont je vous parlais. La France aide, mais l'aide n'est pas adaptée à la situation.
elle n'est pas suffisante. Le Canada, pendant longtemps, était au devant de la scène, a annoncé des fonds importants. Mais quand vous essayez de faire le bilan de ce que les 100 millions, 150 millions de dollars offerts par le Canada à Haïti depuis ces 4 dernières années pour renforcer la police, mais vous n'arrivez pas à trouver de résultats concrets. D'autant qu'on renforce une police avec des moyens de police pour que la police aille faire la guerre. Ce que je veux dire par là, comme ils ne peuvent pas donner des armes à Haïti, on donne des genouillères, on donne des bâtons tactiques, on donne des menottes, on donne la formation pour le respect des droits humains, on donne toutes sortes de choses. C'est comme aller à la guerre avec un canif. Voilà, même pas un canif. Même pas un canif, un sifflet. En réalité, Haïti n'est pas équipé, n'est pas assez aidé, et malheureusement, les autorités haïtiennes n'arrivent pas à dire cette aide-là n'est pas la bonne, passons à quelque chose d'autre, ou bien ne dites pas que vous m'aidez, puisque en réalité, vous ne m'aidez pas vraiment. Les États-Unis ont été les seuls, mais vraiment les seuls, à offrir des moyens conséquents à la police haïtienne et au Kenya. Mais là encore, ces moyens conséquents non plus ne sont pas calibrés à la situation. Qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis? Les autorités haïtiennes, on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de visites d'autorités haïtiennes à Washington pour aller expliquer la situation d'Haïti. Le Premier ministre y est allé. Il vient d'y aller, mais il est Premier ministre depuis quelques mois. C'est la première fois qu'il est sorti d'Haïti. Et avant lui, Gary Coney aussi avait fait une visite à Washington. Mais aucun des présidents, parce qu'on a beaucoup de présidents ces jours-ci, aucun des présidents du Conseil présidentiel de transition n'a été à Washington pour plaider. Mais il ne peut pas y aller s'il n'est pas invité. Non, on peut demander à être invité. Parce que c'est ça aussi les relations entre pays, puisque Haïti et les États-Unis, en principe, ont de bonnes relations. Mais avant eux, Ariel Henry, qui était Premier ministre et quasiment président, parce qu'il n'y avait pas de président, il n'avait jamais été à Washington non plus pour préparer un plan, aller le présenter, aller discuter. Ce sera oui, ce sera non, ou en tout cas, il y a cet aspect-là, l'international n'arrive pas vraiment à aider. Au niveau local, c'est la confusion la plus totale. Aujourd'hui, on se prépare à changer de président pour la 3e fois depuis 1 an. C'est-à-dire, nous allons passer de M. Fritz-Alphonse Jean à M. Laurent Saint-Cyr. Le conseil présidentiel, il s'était entendu pour que chaque 5 mois, il y ait un nouveau président. Dans l'histoire d'Haïti, on les a appelés les présidents éphémères, mais depuis quelque temps, c'est quasiment des présidents inutiles parce qu'ils se maîtrisent les uns les autres. C'est le panier de crabe, personne ne doit sortir du panier de crabe. Chaque président essaie de boycotter l'autre, ou chaque membre du conseil essaie de boycotter le président pour qu'il n'ait pas une réussite visible. Parce que qui dit réussite visible dans cette situation catastrophique, ça vous donne un poids politique et peut-être un avenir politique. Pour peser plus avant dans les élections éventuelles. Alors, mais il n'y a pas une clause comme quoi ceux qui font partie du CPT s'engagent à ne pas être candidats pour les élections? Cette clause existe, mais rien ne dit que ce CPT, c'est la dernière transition. Disons que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire pendant que vous êtes au CPT. Là, visiblement, le 7 février 2026, il n'y aura pas encore d'élection réalisée en Haïti pour faire le passage de témoin à un président élu. Oui, parce qu'il y avait un calendrier électoral qui était prévu pour 2025 avec un référendum. Visiblement, rien ne va être respecté. Il y a un projet constitutionnel. Où est-ce que nous en sommes? On travaille encore. Il y avait un premier projet qui a été présenté. Le projet a été très critiqué. Il est question qu'on va avoir une version corrigée. Mais en réalité, personne n'y croit. Il y a une mission. Oui, non. Il y a un comité qui travaille. Ce comité a recueilli... Il y a même une mission à l'étranger pour essayer... Non, la mission à l'étranger a été dénoncée et n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu, puisqu'en réalité, ça ne valait pas la peine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en Haïti, tout le monde sait que cette transition n'est pas obligatoirement la dernière. Et c'est sûrement pas la dernière. Et si Théodat ou Duval arrive à faire du capital politique pendant qu'il est dans cette transition, peut-être dans la 3e, dans la 4e qui va suivre, il aura... sa place. Voilà. Alors, il se maîtrise, il se neutralise. Et cette situation, c'est rien d'écrit. Il n'y a pas une théorie politique qui explique pourquoi je dois empêcher à l'autre de faire du bien, et même des fois de faire du bien moi-même. Parce que l'attentisme est payant en Haïti. Quand vous êtes dans l'attentisme, que vous ne faites rien, en réalité, vous êtes plus fort que celui qui a essayé, qui a échoué. Alors, il se regarde en chien de faïence, il s'évite, il s'épie, il se piège, et au final,
ça va nous faire 3 présidents sans aucune décision majeure. Et pendant ce temps, le pays s'enfonce dans l'insécurité. Tout à fait. Le pays s'enfonce dans la régression sur le plan des valeurs sociales, des valeurs politiques, sur le plan économique. Maintenant, si nous essayons de voir justement les perspectives de sortie de crise, quel pourrait être le rôle de nos principaux voisins? Je pense par, je dirais, ordre d'implication, tout d'abord de la CARICOM. Qu'est-ce que la CARICOM apporte à la crise? La CARICOM, tout le monde oublie que la CARICOM n'était pas venue parce que la CARICOM voulait venir. La CARICOM est venue pour 2 raisons. La classe politique haïtienne avait préparé un plan, voulait de conseils pour remplacer Ariel Henry et avait fait des démarches auprès de toutes les instances qui existent pour dire nous avons un plan, c'est un bon plan, on va monter un conseil. C'est avril 2024. Bien avant avril 2024. Parce qu'en réalité, ils ont fait beaucoup de lobbying pendant plusieurs mois pour dire que... Oui, depuis février, en fait. Non, bien avant. Qu'on a quelque chose de mieux qu'Ariel Henry, c'est un conseil qu'on va diriger ensemble. Bon, à la fin, quand les États-Unis ont décidé de débarquer Ariel Henry, ils ont donné au CARICOM quasiment le job d'être le réceptacle des propositions haïtiennes. Parce que le CPT... le bébé, en gros. Voilà. Le CPT, c'est pas la communauté internationale qui a inventé le CPT. La communauté internationale a donné le cadre de la réunion de Kingston. Les États-Unis ont donné leur bénédiction. Mais ce sont les acteurs haïtiens qui sont venus avec leur plan, qui sont venus avec leur accord du 3 avril, qui sont venus avec des membres pour faire partie de ce conseil et qui ont nommé les membres du conseil. 100% une histoire haïtienne. L'accord date du 3 avril, mais dès le 4 avril, il n'y avait plus d'accord. Et aujourd'hui encore, on est dans cette situation parce que dès la signature de l'accord, il y a des divergences entre les parties prenantes. Est-ce que vous êtes mon représentant ou bien je vous ai désigné? Est-ce que vous êtes autonome par rapport à moi, organisation qui vous a envoyé au conseil, ou bien vous m'avez envoyé et les liens sont coupés? Jusqu'à aujourd'hui, cette situation n'est pas résolue et les parties prenantes qui avaient désigné des membres font des réunions avec la CARICOM pour changer leurs membres. Bon, ça n'avance pas non plus parce que la CARICOM, comme institution, se dit on va laisser un peu de temps aux Haïtiens pour voir si ça ira mieux. Mais en réalité, c'est une solution haïtienne qui a échoué parce que les Haïtiens n'arrivent plus à s'entendre. D'accord. Deuxième acteur important sur le terrain, les États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la politique du nouveau président Donald Trump? On ne sait pas. M. Trump ne s'est pas prononcé sur la politique haïtienne en tant que telle. Il y a M. Rubio qui a eu à faire des déclarations. Marco Rubio. C'est ça, le secrétaire d'État, qui est même venu rencontrer les acteurs haïtiens. C'est lui en réalité qui porte le dossier Haïti. Aujourd'hui, c'est plutôt la question migratoire qui intéresse M. Trump. Les Haïtiens sont dans leur bocal, ils sont en train de cuire dans leur jus, c'est leur problème. C'est comme ça que je comprends. Les États-Unis continuent de faire des promesses pour la question sécuritaire et les États-Unis maintenant annoncent qu'ils vont faire même des rapatriements de citoyens haïtiens impliqués dans le support aux gangs. On vient d'avoir une arrestation de M. Boulos. Tout ça pour dire que les États-Unis bougent, mais en même temps, ils ne vont pas venir faire le job pour les Haïtiens, parce que ça aussi, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Et là encore, c'est sur demande des Haïtiens. Parce que les Haïtiens ont dénoncé à plusieurs reprises que la communauté internationale intervient trop dans ces affaires. Eh bien, ça fait des mois qu'on nous explique, faites une solution haïtienne, implémentez la solution haïtienne. Nous, on ne va pas venir ni apporter des troupes. De fait, les États-Unis n'ont pas envoyé de troupes. On ne va pas venir sur le terrain pour vous dire qui mettre et qui ne pas mettre. D'ailleurs, on a vu ça quand Gary Coney a été débarqué. Gary Coney, qu'on faisait passer pour l'homme des Américains, a été débarqué et ça n'a suscité aucune espèce aucune espèce de réaction. Maintenant, est-ce que cela veut dire que les États-Unis n'interviennent pas dans les affaires haïtiennes? Non. Les États-Unis interviennent parce qu'il suffit d'un mot, il suffit d'un conseil, il suffit d'une recommandation pour que le responsable haïtien se rende compte que le blanc est d'accord ou n'est pas d'accord avec nous. Mais c'est valable pour les États-Unis, c'est valable pour les autres ambassades puissantes à Port-au-Prince, la France, le Canada. Ils ont tous un mot à dire et ils le disent, pas publiquement toujours, mais ils font passer des messages que les autorités haïtiennes souvent interprètent ou mettent en musique. Ça a été toujours le cas et je crois que ce sera encore le cas. Maintenant, il y a d'autres acteurs, par exemple le Brésil qui a été très important dans la MINUSTAH. Mais quand la MINUSTAH est partie, après avoir aidé les Haïtiens pendant quasiment 17 ans,
Je ne connais pas un général brésilien ou un président haïtien, un président brésilien qui a été décoré par Haïti pour dire merci d'être venu chez nous. Merci d'avoir eu des morts chez nous. Merci d'avoir aidé, même si ça a donné les problèmes qu'on sait. Que ce soit le choléra, que ce soit les violences sur les femmes, que ce soit les enfants qui n'ont pas de père, ça fait partie du package. Mais il faut à la fois dénoncer ce qui n'était pas bien avec la mission de les Nations Unies, mais les Haïtiens auraient dû être aussi un peu plus reconnaissants. On est en train de faire la même chose au Kenya. La mission de la MINUSTAH qui s'est terminée en 2017 est partie pratiquement sur les huées. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a des manifestations. Là, on fait quasiment la même chose au Kenya. On leur demande de partir. Non, pas encore. Non, pas encore. Pour le moment, on ne peut pas leur demander de partir parce qu'on a l'impression que mieux vaut qu'ils soient là. Mais les Kenyans sont venus, des Kenyans sont morts à Port-au-Prince. Mais Haïti n'a pas décoré les morts qui sont morts pour nous. Haïti n'a pas décoré le chef de la mission. Haïti n'a pas fait, je dirais, les actes de reconnaissance qu'un pays en difficulté se doit envers celui qui est venu vous tendre la main, d'autant que ces Kenyans, venus d'Afrique, n'ont quasiment pas d'intérêts commerciaux à Port-au-Prince. Okay. Ils n'ont pas même de lien, je dirais, historique avec Haïti, absolument rien du tout, et ils ont été les seuls à vouloir venir aider. Mais les Haïtiens ne sont pas, encore une fois, assez reconnaissants, selon moi, pour ceux qui, en dépit de tout, et quelles que soient les arrière-pensées qu'un président kenyan peut avoir pour se projeter sur la scène internationale en venant aider Haïti, c'est son droit d'avoir des arrière-pensées, mais dans les faits, les troupes qui sont là, ceux qui sont morts sur le terrain, auraient dû être décorés, remerciés, etc. On aurait dû envoyer une délégation voir leur famille, etc., etc. Cela augmenterait ou bien raffermirait le moral des troupes kenyanes qui sont en Haïti. L'autre exemple, c'est le Canada. Là aussi, à ma connaissance, depuis, nous sommes en transition depuis la mort du président Moïse, je ne me rappelle pas de grande mission des autorités haïtiennes au Canada pour aller plaider la cause haïtienne. Mais je ne me rappelle pas non plus d'aucun plan précis présenté par les autorités haïtiennes pour dire voilà ce qu'on aurait aimé, voilà comment on va faire. Le plan peut échouer, le plan peut réussir, mais... Du moins, il y en a un. Voilà. Il aura le mérite d'exister. Professeur, vous suivez l'actualité haïtienne, moi je suis l'actualité haïtienne, nous deux par obligation, mais je n'ai pas souvenir de cette proposition haïtienne. Parce que notre problème, c'est que quand on est en charge, en responsabilité, au pouvoir, comme on dit en Haïti, au timon des affaires, la première activité que vous avez, et souvent la seule chose qui vous intéresse, c'est le temps qui passe. Ce n'est pas les résultats. Et ça, on le vit avec ces gouvernements provisoires, ces présidents qui passent les uns après les autres, ces premiers ministres qui n'ont pas de bilan et qui n'avaient pas fait de promesses quand ils arrivaient. En principe, un premier ministre fait une déclaration de politique générale et on va le juger sur sa déclaration de politique générale. Mais depuis quelque temps, on n'a même plus besoin de politique générale pour devenir premier ministre. On devient président sans avoir fait campagne. Puisque c'est des situations exceptionnelles qu'on gère, et le seul bilan de ces messieurs, c'est de faire passer le temps et souvent d'accumuler le plus possible de fortune, de privilèges de leur fonction. On dit que gouverner, c'est anticiper. Et à vous entendre, on a l'impression qu'on n'anticipe plus rien, on gère au jour le jour. Et on essaye de se remplir les poches. Au jour le jour. Cette année 2025 marque également le bicentenaire selon la position que l'on adopte, la dette de l'indépendance ou la rançon de l'indépendance, en tout cas de cette ordonnance du roi Charles X envoyée en Haïti pour être signée par le président Jean-Pierre Boyer. Et en cette année de bicentenaire donc, de cette premier établissement de relations officielles entre la France et Haïti, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette problématique de la dette? Que ça ne fait pas l'actualité en Haïti. On en a parlé, mais il n'y a pas une pression, il n'y a pas une présence dans l'actualité du sujet. Le Nouvelliste a eu la chance, pour des raisons historiques, mais aussi parce qu'on a rencontré quelqu'un comme Clara Gusti-Gaillard, qui, pendant des années, quand la dette n'était pas à la mode, avait continué à publier des articles sur le sujet, à faire, je dirais, son travail d'historienne sur le sujet.
Et le Nouvelliste a publié ses articles. Mais le Nouvelliste a eu à le faire parce que ça fait plus de 100 ans que le Nouvelliste parle de la dette, d'une façon ou d'une autre. Le fameux procès de la consolidation qui a eu lieu en Haïti, c'était déjà autour de la dette. Parce qu'autour de la dette, il y a même la triple dette. Les Haïtiens qui ont spéculé sur les prêts faits par l'État haïtien pour rembourser les Français. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là dans l'histoire d'Haïti. Voilà. Et surtout, les prévarications qui en ont découlé. Le procès de la consolidation, c'est ça qui est parti d'articles qui ont commencé dans le Nouvelliste au début des années 1900. Bref, le Nouvelliste a toujours suivi le sujet. Quand le président Aristide est revenu avec, parce que des fois c'est un sujet qui passe des dizaines d'années et on ne parle pas de ça en Haïti. Quand le président Aristide est revenu avec le sujet, on avait aussi suivi. La période était politiquement très enflammée. C'est ça, était politiquement très enflammée. Et depuis quelque temps, c'est revenu encore dans l'actualité. On a vu le message de M. Macron à l'occasion du 17 avril, je crois. Tout à fait. Et puis on voit que les autorités haïtiennes n'ont pas fait les suivis annoncés. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que la partie haïtienne de la commission mixte a été officiellement nommée. Autant on dit que Mme Gaillard est coprésidente du côté haïtien. Avec M. Yves Saint-Jour. Autant je n'ai pas souvenir d'avoir vu un texte, un arrêté, un décret, un acte officiel scellant tout ça. Oui. L'université a une commission. Le jour du 17 avril, le président Fridja avait parlé de cette commission, mais je ne sais pas s'il y a une articulation entre cette commission et... La commission mixte. C'est ça, je ne sais pas. Ce sont deux structures... en principe, et parallèles. Alors, tout ça pour dire que souvent, les politiciens haïtiens sont embêtés par cette affaire de dette. Parce que dans les temps avant, on n'en parlait pas, mais depuis 2003, on sait qu'on peut payer très cher cette affaire de dette. Jean-Bertrand Aristide, président, a payé très cher et sa campagne, sa croisade pour demander la réparation et la restitution. Beaucoup de choses ont changé entre 2003 et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a payé très cher, il a été victime d'un coup d'État voilà, le 29 février 2004. Oui, et grâce aux articles du New York Times sur le sujet, on a eu les témoignages d'ambassadeurs français qui étaient en poste à Port-au-Prince à l'époque. M. Burkhardt. Qui ont expliqué que oui, qu'il y avait un lien entre le renvoi de M. Aristide, le coup d'État contre M. Aristide et les intérêts français. Maintenant, alors, les politiciens sont très prudents. Ils sont frileux sur la question. Voilà. M. Latortue, qui a fait la transition 2004-2006, dans le Nouvelliste, on a eu à dire qu'il a vendu la dette pour une tasse de thé à l'Élysée. Parce qu'on avait fait la paix avec la France. M. Martelly est venu, il en a parlé, mais il avait dit qu'on va s'occuper d'éducation, qu'il n'y avait pas de nécessité, pas d'urgence pour qu'Haïti soit... Il y a eu la visite de M. Hollande. Hollande, où lui, il a parlé de la dette morale, après s'être ravisé suite à ses propos, je crois, en Guadeloupe, au Memorial Act. Et M. Macron a été celui qui a été le plus loin. Et d'ailleurs, il a rencontré M. Voltaire, ils en ont parlé. Et pour le moment, on attend de voir comment cela va se passer, mais on attend surtout de voir une articulation de la pensée haïtienne autour de cette question. Parce que cette articulation n'existe pas à Port-au-Prince. Cette préparation n'existe pas à Port-au-Prince, d'autant plus que l'université, qui est l'institution la plus avancée, donne l'impression de mélanger des choses qu'on n'aurait pas dû mélanger, parce qu'il parle quasiment de toutes les dettes, de toutes les rançons. L'affaire Luders n'a rien à voir avec la dette de l'indépendance. On ne doit pas les mettre, selon moi, sur le même plan. Il y a eu aussi d'autres affaires où Haïti a été... L'affaire Batch. Oui, Haïti a été humilié, souillé, mais on ne doit pas les mettre sur le même plan, selon moi. C'est des choses différentes. Il y a tout un mouvement dans la Caraïbe anglophone, il y a tout un mouvement dans certains pays en Afrique, autour de la restitution et de la réparation. Moi, je crois qu'Haïti doit rejoindre ce grand courant, d'autant plus qu'Haïti a une situation particulière, c'est que l'indépendance ne nous avait pas été faite en cadeau. On a gagné dans le sang, et ensuite on a dû payer pour fortifier l'indépendance. Et c'est là que la rançon porte tout son nom. D'accord. Les relations avec la France sont particulières, pour les raisons historiques que nous savons, avec les États-Unis, avec le Canada, avec le Brésil. Vous avez fait un large panorama.
Mais que dire de la République dominicaine, qui est un pays voisin, limitrophe, le seul pays avec lequel Haïti a une frontière terrestre, et qui, depuis quelques années, a une politique de refoulement, de construction d'un mur, et qui témoigne d'une sorte d'inimitié par rapport à Haïti. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, d'abord, c'est l'histoire des présidents dominicains. Monsieur Abinader, quand il arrive au pouvoir, vu de Port-au-Prince, c'était celui qui était en principe le plus proche d'Haïti. Pour des raisons historiques, parce que lui aussi, il n'est pas dominicain d'origine, il est d'une famille qui a émigré. Enfin, en principe, il n'était pas parti de toute l'histoire dominicaine avec Haïti. Il ne fait pas partie de l'élite traditionnelle. Voilà. Mais il a généralement haïtianophobe. Voilà. Et voilà qu'il est celui qui est le plus anti-haïtien, mais d'abord pour des raisons politiques. Parce qu'il doit fortifier son pouvoir. Sa base électorale. Et surtout, se montrer plus dominicain que les Dominicains pour qu'on jamais on lui demande est-ce que tu es dominicain. Il fait de la surenchère. Voilà. Mais Haïti, des fois, ne comprend pas tout ça. Qu'il y a une posture, et puis il y a quand même des conversations qui auraient pu avoir lieu sans tenir compte de la posture publique. D'autant qu'en 2013, au moment de la mobilisation en République dominicaine contre la réforme constitutionnelle qui dénationalisait une partie de la population, Abinader était dans les manifestations. C'est pourquoi je vous dis qu'il était quasiment du côté des Haïtiens. Voilà, celui qui est le plus proche d'Haïti. Et malheureusement... Alors comment se fait cette bascule? Tout commence mal dès l'investiture. Dès l'investiture, je me rappelle le président Moïse y va. En réalité, Haïti n'a pas préparé la visite. Et le président qui vient d'être intronisé et celui qui était déjà président se rencontrent dans un couloir, se saluent, mais ce n'était pas une rencontre protocolaire. Et jusqu'à aujourd'hui, les autorités haïtiennes et les autorités dominicaines n'ont toujours pas pu faire une rencontre protocolaire. Haïti n'a toujours pas pu s'asseoir et parler tranquillement avec la République dominicaine. Tout cela se passe pendant qu'Haïti, à chaque fois, n'est pas bien représenté en République dominicaine. À des missions diplomatiques en République dominicaine, l'ambassade et des consulats qui sont plutôt des... Comment dire? Des administrations publiques où on met des gens pour que les gens aient l'illusion de travailler. Mais ce n'est pas des gens qui ni défendent, ni représentent, ni s'activent à renforcer les liens entre les deux pays. Il y a la population haïtienne et puis il y a les diplomates haïtiens, entre guillemets. Ils ne s'occupent ni de la population haïtienne installée en République dominicaine, ni de la politique haïtiano-dominicaine. Et pour compléter tout ça, il y a eu des impairs de plusieurs de nos responsables de la diplomatie, ministre des Affaires étrangères. Moi, je me rappelle d'un post sur Twitter de M. Claude Joseph, qui était ministre des Affaires étrangères, et qui répondait au président Abinader qui venait de prendre une décision. Ceux qui s'y connaissent un petit peu en relations internationales, c'est que ce genre de clash, on ne les fait pas sur Twitter, quand on est ministre des Affaires étrangères. On ne les fait pas sur Twitter vis-à-vis d'un président de notre pays. On ne les fait pas quand on est Haïti et la République dominicaine. Mais malheureusement, cela a eu lieu. Un peu plus tard, on a eu Mme Dominique Dupuis, qui a été ministre des Affaires étrangères, qui aussi est montée sur les réseaux sociaux, a eu à faire des déclarations malheureuses selon moi, pas dans la teneur des déclarations, mais encore une fois dans la forme, parce que Haïti et la République dominicaine, c'est quelque chose de très particulier. Comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde où sur une île, il y a deux pays, et surtout deux peuples totalement différents, mais surtout deux peuples qui ont des différends historiques. Parce que c'est ça aussi, Haïti et la République dominicaine. Il y a des contentieux. D'un côté, Haïti avait envahi et occupé la République dominicaine. De l'autre côté, la République dominicaine avait massacré des milliers d'Haïtiens. Alors, il y a quelque chose qui reviendra toujours et c'est historique. Il y a du sang qui a coulé. Voilà. Alors, il faut reprendre le contact, recommencer la conversation, apaiser la situation et parler avec la République dominicaine, d'abord pour expliquer à la République dominicaine, Haïti qui va moins mal, c'est la République dominicaine qui ira mieux. Aussi simple que ça. C'est moins de migration, c'est plus de commerce et c'est plus de sécurité. Parce que ce qui se passe en Haïti, un jour, et déjà on le voit, aura des répercussions en République dominicaine. C'est sûr. C'est pas par hasard qu'ils ont dû arrêter des gens de leur police, de leur armée qui faisaient du trafic de munitions avec les gangs en Haïti. C'est pas par hasard que de temps à autre, ils se retrouvent avec des membres de gangs qui essaient d'entrer chez eux. C'est pas par hasard qu'il y a
des trafics qui se font, parce que l'île a une frontière poreuse, même si on essaie de faire un mur. Bien sûr. Il faudrait par conséquent donc avoir des autorités légitimes pour pouvoir parler à hauteur d'homme avec les Dominicains, ce qui nous fait revenir, je dirais, à la situation de départ, qui est que, en l'absence de gouvernement capable de tenir tête justement à la République dominicaine pour défendre une politique plus respectueuse des droits de l'homme, comment envisager une sortie de crise? Et ce serait pour nous le mot de la fin. La sortie de crise arrivera un jour. Mais aujourd'hui, moi qui reviens pas au Prince, moi qui regarde au quotidien les acteurs, parce que les acteurs, il y a l'international, mais surtout il y a les Haïtiens, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Pour qu'il y ait des élections, la première chose qu'il faut que quelqu'un réclame les élections. Ceux qui sont chargés de les organiser ne les réclament pas, ne les annoncent pas, et ceux qui auraient dû vouloir y participer ne les réclament pas non plus. La population? Non, les candidats, les hommes politiques, la classe politique. La population, en réalité, c'est le troisième joueur. Mais avant tout, pour qu'il y ait des élections, et dans tout pays normal où il y a une transition, il y a une opposition qui réclame les élections. Il faut qu'il y ait des candidats. Il y a une opposition qui veut prendre le pouvoir. Il y a des gens qui ont un programme, qui font un discours, qui font... Mais en Haïti, malheureusement, on assiste pas à cela, d'autant que le CPT a ses défauts, mais le CPT a un ciment. C'est qu'en réalité, toute la classe politique fait partie du CPT. Même ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, je préfère ne pas être d'accord avec toi, mais que je peux quand même appeler parce que tu es un ami d'un ami, que ne pas être d'accord avec quelqu'un que je ne connais pas du tout. C'est pas la même chose. La politique du pied dans la porte. Voilà. Qui fait qu'on est toujours... Voilà. Alors, ouais. C'est pourquoi il n'y a personne qui réclame des élections, personne ne pousse pour les élections, et il y a un autre phénomène qui fait que les élections ne sont pas réclamées, c'est que quasiment toute la classe politique haïtienne est sous sanction. De la République dominicaine, du Canada, des États-Unis, de l'Union européenne ou des Nations unies. Sanctions motivées par quoi? Par toutes sortes d'accusations, mais d'accusations qui n'ont pas été, je dirais, jugées. Parce qu'il n'y a personne qui a été jugé après les sanctions qui ont été décidées, que ce soit par la République dominicaine, que ce soit par le Canada, les États-Unis, l'Union européenne ou les Nations unies. Mais leur nom se retrouve sur une liste et ce sont les plus gros joueurs de la classe politique. C'est des anciens présidents, c'est des anciens présidents du Sénat, c'est des anciens députés, c'est des chefs de partis politiques. Ça aussi, ça débalance le jeu politique. Et comme il n'y a pas une nouvelle classe qui a émergé, les jeunes qui essayaient de faire de la politique, essayaient de pousser pour le changement, les pétro-challengers ou bien les autres, aujourd'hui, ils sont un peu en retrait. Et aujourd'hui, les anciens ont repris le pouvoir avec le CPT. Mais en prenant le pouvoir avec le CPT, il y a la classe politique, il y a le secteur des affaires, il y a les églises, il y a les associations du secteur privé, il y a les universités. Tout ce beau monde se retrouve au CPT. Malgré les mauvais résultats du CPT, mais c'est quand même leur construction et c'est leurs hommes qui sont à l'intérieur du CPT. Ça aussi, c'est un problème qui nous empêche d'avoir des élections, qui nous empêche d'avancer, parce qu'en réalité, il n'y a personne pour pousser le dos du CPT et il n'y a personne non plus que le CPT peut dire « Viens, je vais te donner le pouvoir ». Parce que ce n'est pas un homme qui décide, c'est un collège et le collège ne s'entend sur absolument rien. Alors, au-delà de ces réflexions extrêmement perspicaces, comment ça se passe, la vie d'un rédacteur en chef de journal à Port-au-Prince, au quotidien? Vous faites comment? Vous vivez comment? Alors, d'abord, il faut dire qu'on était à Port-au-Prince, on n'est plus à Port-au-Prince. C'est la première des choses. En février 2024, les locaux du Nouvelliste ont été quasiment abandonnés. Et au début du mois de mars 2024, les locaux ont été saccagés. On a perdu nos presses, toutes nos installations. Et ça nous a pris quasiment 1 an pour aller visiter en courant ce qui restait du local. C'est-à-dire les murs et rien d'autre. Les murs et rien d'autre. Tout ce qui était à l'intérieur, toutes les machines. Tout a disparu. Et dans une section où il y avait les presses, qui sont d'immenses machines, eh bien, la porte est encore fermée, mais la presse a disparu. Ils n'ont pas enlevé le cadenas, mais ils ont cassé. Les murs? Non, ils ont cassé l'équipement. Ils ont démonté l'équipement parce qu'en réalité, ils vont vendre tout ça comme ferraille. C'est pas comme presse qu'ils vont vendre ça. Alors, ils n'ont même pas ouvert la barrière pour faire sortir les équipements. Ils ont cassé le tout et ils sont partis avec.
Mais ce qui se passe pour le Novelis à la route du Centre, tout près de la prison, le pénitencier national, c'est ce qui s'est passé pour tout le centre-ville. Parce que dans notre rue, il y avait la Bibliothèque nationale, dont on n'a pas de... Il y avait l'institution Saint-Louis de Gonzague. Saint-Louis de Gonzague, mais Saint-Louis de Gonzague avait déjà déménagé. Il y a la mais Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale et les presses nationales. Les presses nationales. Eh bien, tout a été emporté, brûlé, cassé. Il y avait l'école, l'institution Élie Dubois aussi qui était dans cette rue. Tout ça n'existe plus non plus. En réalité, il n'y a plus rien du centre-ville qui existe. Le Novelis a déménagé, a été à Pétionville, et le Novelis est devenu, depuis mars 2024, ce qu'on ne voulait pas être, puisqu'on était un journal imprimé. Eh bien, on n'existe plus que la version virtuelle, que sur le net. Il n'y a que le site www.lenovelis.com et la présence du journal sur les réseaux sociaux. Les journalistes travaillent encore, mais souvent ils travaillent de chez eux, parce qu'il ne se passe pas une semaine pour que quelqu'un appelle pour dire que je ne peux pas venir. Parce qu'il y a un quartier qui a des problèmes, ou bien si le problème n'est pas dans ton quartier, il est un peu plus loin et tu ne peux pas passer. Bref, tu ne peux pas sortir. Nous avons dématérialisé l'existence du journal et souvent nous avons délocalisé le travail, le télétravail. Dans le cas d'Haïti, c'est le téléphone travail, parce que ce n'est pas des ordinateurs en réalité. Les gens travaillent de plus en plus pour écrire, pour faire des photos, pour faire des instruments. Tout se passe sur le téléphone. Et c'est ça la situation de la presse écrite, du média le plus ancien, du doyen de la presse, comme on dit en Haïti. Et c'est aussi valable pour les autres médias. Magic 9 était à Després, le quartier de Paco. Mais Magic 9 a dû déménager en catastrophe cette année, 1 an plus tard, pendant la période du carnaval, pour se retrouver à l'étroit dans une petite pièce où on continue d'émettre. Mais on n'a quasiment plus les installations qu'on avait, parce que les installations, au moment où je parle, à ma connaissance, n'ont pas été rasées, mais ne sont plus sous le contrôle de la direction de la radio. Il n'y avait plus accès. Non, on n'a plus accès. Et Ticket Magazine? Ticket Magazine avait déjà fait la transition. Parce que Ticket Magazine était déjà virtuel. Ticket Magazine continue à être virtuel. On a encore une présence sur les réseaux sociaux. On a encore une présence sur le site du Novelis. Les journalistes continuent de travailler, ceux qui sont restés en Haïti, parce que beaucoup aussi sont partis. Près d'un quart de l'effectif est parti pour des raisons familiales, Biden, et pour se mettre à l'abri. Robertson Alphonse a été attaqué, il a été mitraillé. Ouais. Et il est sorti de chez lui un matin pour aller travailler. Il n'est jamais rentré chez lui, il est parti directement en exil. Je lui ai rendu hommage. C'est ça aussi la presse en Haïti. Et la presse en Haïti, pour les autres médias, c'est aussi la même situation. Ça ajoute à cela, au drame sécuritaire, au drame des déplacements, des localisations, le fait que comme l'économie d'Haïti s'effondre, se rapetisse, est de moins en moins une économie normale, eh bien, la seule source de revenus que les médias avaient, qui était la publicité, s'est réduite comme peau de chagrin. Il y a quasiment, je prends l'exemple du Novelis, il y a quasiment plus de publicité commerciale dans le Novelis. Les vendeurs de voitures ne font plus de publicité en Haïti, puisqu'il n'y a pas d'endroit où aller avec une voiture neuve. L'État achète encore des voitures, les ONG achètent encore des voitures, mais le commun mortel, avant d'acheter une voiture, il va réfléchir 20 fois, parce qu'il ne sait pas si demain matin, il pourra sortir de chez lui. Et les compagnies de téléphone ne font plus de publicité, les banques ne font plus de publicité, les maisons de produits alimentaires, enfin, tous les secteurs qui étaient les annonceurs traditionnels de la presse haïtienne sont quasiment en train de disparaître ou de réduire leurs activités, ou de se dire, avec ou sans publicité, tu finiras par acheter du riz, tu finiras par acheter du lait, tu finiras par acheter un ventilateur si tu en as besoin. C'est ça aussi la presse haïtienne, c'est des difficultés sécuritaires, c'est des difficultés de localisation, et surtout aussi c'est des difficultés financières, et parce qu'il n'y a pas de subvention pour la presse en Haïti, il n'y a pas d'aide à la presse en Haïti, ça n'a jamais existé, c'est la publicité qui fait marcher tout ça, et le nombre de médias explose. Parce que paradoxalement, nous sommes passés à une nouvelle ère. Chacun peut avoir une page Facebook ou un compte sur un réseau social et se dire média. Et c'est les nouveaux médias. Et ils captent un petit peu de la manne publicitaire qui reste. Parce qu'ils ont de l'influence. Ou bien c'est quelqu'un qui dans sa chambre met une caméra, a une page sur YouTube et a la parole. Et il a une influence. Et il capte des rentrées d'argent. C'est-à-dire que ça diminue, mais en même temps aussi, c'est multiplié, c'est divisé par beaucoup plus d'acteurs,
Parce que l'annonceur regarde qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne. Et il se trouve que les influenceurs ou bien les nouveaux médias, aussi on leur parle dans la presse haïtienne, aident à ce que la presse haïtienne soit toujours diversifiée et vivante. Parce que s'il y a une chose qu'on n'a pas encore perdue depuis 1986, c'est la liberté d'expression et la diversité. La diversité, certains s'en plaignent des fois. Parce qu'il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont très mauvais. Moi, je le dis tout le temps, je préfère avoir 100 voix. Je ferai le choix d'écouter X ou Y que d'avoir une seule voix. Parce que j'ai connu aussi la période où Haïti avec une seule voix. J'ai connu aussi la période en Haïti où on vous empêchait de parler. Aujourd'hui, personne n'empêche à qui que ce soit de parler. Bien entendu, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qui vous entendez, mais si vous n'êtes pas d'accord, je le dis tout le temps, changez de poste, bloquez le compte, ne regardez pas, faites autre chose. Parce que l'offre est vraiment extraordinairement variée. Il y a toujours quelque chose à lire, à écouter, à voir et dans la presse haïtienne. Vous insistez, continuez à exercer votre métier, vous continuez à diriger dans des conditions difficiles de 3 médias importants. C'est dire donc que, au fond, vous continuez d'espérer. Quel est le moteur? C'est l'histoire haïtienne. En réalité, moi je le dis tout le temps, aux nouvellistes, comme on est vieux, 127 ans cette année, on relit de temps à autre le premier numéro de 1898. Et dans ce premier numéro de 1898, il y a déjà quasiment tous les éléments de la crise que nous vivons aujourd'hui. La classe politique était déjà comme elle est. Le Parlement était déjà dysfonctionnel. Il y avait de temps à autre une révolution ou bien une prise d'armes. Haïti a toujours été agité. Il y a eu des moments de calme. Il y a eu des moments de construction. Mais souvent, c'est surtout la destruction qui anime ce qu'on fait. Il y a aussi toujours eu l'espoir. Il y a aussi toujours eu l'attente. On a toujours été convaincu que demain matin sera mieux. Je continue de croire que demain sera mieux. Et c'est pourquoi on dénonce autant qu'on peut ceux qui refusent de faire le mieux aujourd'hui. Mais on attend ceux qui feront le mieux demain. Parce que, comme on le dit si bien en créole, tant que tête pas coupée, n'espérez mettre chapeau. Mais c'est la même chose pour le pays. On croit qu'il y a les capacités, il y a le potentiel, on peut faire mieux. Il y a un petit exemple que je veux citer avant de partir. Jusqu'à 2023-2022, les douanes haïtiennes, qui ont toujours été le premier collecteur de ressources pour l'État haïtien, collectaient tout au mieux 2 milliards ou 3 milliards de gouttes par mois. Il y a eu une prise de conscience des hommes du secteur privé, certains d'entre eux. Il y a eu une disposition prise par l'administration pour nommer de nouveaux responsables à la douane. Et aujourd'hui, les douanes haïtiennes arrivent à collecter en moyenne 10 milliards de gouttes par mois sur un pays dont la situation économique se dégrade de plus en plus chaque mois, qui est à sa 7e année de décroissance économique. On a pu trouver, malgré la contrebande qui n'arrête pas, des ressources, et c'est pourquoi Haïti fonctionne encore. Ce qui signifie que le potentiel est là. Les Haïtiens auraient dû tous mourir de faim. Il y a les statistiques qui sortent, vous avez cité ça au tout début, qu'il y a 5 millions d'Haïtiens qui sont en situation de famine. Voilà. Mais en réalité, vous ne trouvez pas d'image d'Haïtiens maigres, d'Haïtiens alités, d'enfants qui ne peuvent pas marcher. On ne les trouve pas. Parce que quand même, il y a encore des ressorts, il y a encore du potentiel. Malheureusement, la violence nous empêche de voir tout ça. Malheureusement, la violence nous empêche d'organiser tout ça. Et malheureusement, au moment où je vous parle, il n'y a personne en Haïti qui se bat vraiment pour gagner la guerre contre la violence, contre les gangs. Il n'y a non plus personne pour essayer de trouver la paix, toujours face aux gangs, toujours face à la classe politique. C'est ce qui m'inquiète, mais je suis toujours optimiste. Je crois que demain sera mieux. C'est sur ces mots très sages et très sagaces que 4 points cardinaux va prendre congé de vous. Et on remercie particulièrement Franz Duval d'avoir consacré cet après-midi à cet entretien qui nous a permis de faire un tour d'horizon assez synthétique de la situation en Haïti. Et on vous souhaite de garder espoir. En tout cas, nous là, à Paris, nous rêvons. Bon voyage et bonne chance. Merci beaucoup.